Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50 de ce vendredi 30 septembre 2022. À la une ce soir, les forces de l'ordre mettent la main sur des malfrats d'un autre genre. On les appelle les multiplicateurs de billets de banque. Leur tour de magie se fait avec l'aide des gris-gris. 4 individus interpellés en possession de 50 millions de francs CFA dans une chambre d'hôtel à Douala. Et le 19h50 vous propose une enquête sur le phénomène de profanation des tombes à Ngaoundéré. Un ex-sénateur fustige la négligence des autorités administratives. Une sortie qui ne fait pas que des heureux dans cette ville. Et un nouveau commandant à la barque de la Camwater, Blaise Moussa, président du conseil d'administration de la Sonamine, a été nommé directeur général ce jour par décret du président de la République. Portrait à suivre de l'homme qui a été auparavant secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Et le Burkina Faso, secoué par un mouvement d'humeur, des tirs nourris ont résonné ce matin dans la capitale Ouagadougou, une situation qui a causé l'interruption des programmes de la télévision nationale. Voilà pour les titres. C'est un phénomène qui prend progressivement de l'ampleur au Cameroun, celui des multiplicateurs de billets de banque, et ce grâce à la magie des gris-gris. 4 individus ont été interpellés dans une chambre d'hôtel de la ville de Douala en possession de la mirobolante somme de 50 millions de francs CFA. Samuel Baïha et Henri Tina. Fêtards et multiplicateurs d'argent grâce aux gris-gris. Les 4 débrouillards riaient parfois dans la malice au nez de leurs victimes. Toute la nuit, du 28 au 29. Alors, aux environs de 22h30, nous avons pu mettre la main sur lui, où il se trouvait dans une maison privée où il jouait à la carte, couramment appelée Njambo, avec ses amis. Nous l'avons pris, nous l'avons emmené à son hôtel. À l'hôtel, la découverte fait froid au dos. 2 sacs à portée de la main, contenant des liasses d'argent, mais aussi ses fétiches. D'où la perquisition effectuée nous a permis de trouver 2 sacs. Un sac qui comportait une énorme quantité d'argent et l'autre qui comportait du matériel pour maraboutage. 50 millions de francs CFA, la somme exacte. Mis au courant, les autres complices accourent, espérant soudoyer les gendarmes. Quelque temps après, ses complices, ayant été au courant qu'il a été interpellé, l'ont rejoint, peut-être dans l'espoir que, comme d'habitude, ils peuvent venir gérer. Mais mal en a pris. La multiplication d'argent au Cameroun était encore un épiphénomène. Elle s'amplifie au fil du temps. Et enquête ce soir sur le phénomène de profanation des tombes dans la ville de Ngaoundéré. L'ex-sénateur et actuel président régional du SIF fustige l'indolence, la négligence des autorités administratives, municipales et traditionnelles. Coup de pied dans la fourmilière, dans le secteur où se mêlent braderie foncière et profanation des cimetières. Enquête signée Eringele. De nombreux ponts de la ville de Ngaoundéré se construisent sur des catacombes. Ici, le cimetière Moussa Doro, disparu sous le béton à Joli Soir. Là, ce point du quartier Onaref, autour du lac Mission, bâti sur des cryptes. La législation camerounaise en matière, foulée du pied. L'article 274 du Code pénal qui sanctionne de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement ou de 10 000 à 100 000 francs d'amende, tout ce qui viole les sépultures. Il y a d'autres responsabilités qui peuvent être mises en exergue ici. C'est le cas par exemple de la responsabilité des élus locaux. À côté de ces administrations, on ne va pas oublier l'administration en charge des domaines et du cadastre. Une profanation des sépultures dont s'inquiète l'ex-sénateur de la République, Aboubakar Siroma, notamment sur la bande du cimetière municipal, au quartier Nord Sifan, réservé aux musulmans, qui subit ces jours l'envahissement des populations. Le cimetière chrétien est complètement
à 100% envahi. Pourquoi pas à 100%? Je ne peux même pas dire à 99%. Et vous voyez le côté musulman qui est là qu'on a commencé à envahir petit à petit. Petit à petit. Voilà le constat fait. Voici d'ailleurs l'un des rares tombeaux encore visibles sur l'espace accordé aux chrétiens. Et angoisse quant aux ossements humains qui abondent sous les chaumières. Moi, je n'arrive pas à trouver où est la tombe de mon père. Et c'est comme ça que nous tous, même dans la famille, on est perdus sur le site exact où le père a été enterré. Mais sinon, on sait quand même que c'est dans ce secteur. Mais vous voyez aussi les maisons qui se construisent de gauche à droite. La faute incombe là à presque tout le monde. Le système est corrompu et le système n'arrive pas à réguler l'urbanisation de la ville de Banguéré. Très virulent sur les réseaux sociaux, le cadre du SDF accable les autorités locales. Traîné ces derniers jours dans les services de la police pour des allégations proches de ce dossier. Autre chose à présent, 80% des formations rapides à l'endroit des conducteurs de mototaxi en vue de l'obtention du permis de conduire de catégorie A sont incomplètes. Et c'est l'une des causes des accidents et indélicatesses sur la voie publique. Les statistiques venues des syndicats des transports laissent entendre que 65% des conducteurs de mototaxi sont impliqués dans les accidents en zone urbaine. On voit cela avec David Sandio et Thierry Nana. Un peu plus de 65% des accidents sur la voie publique en zone urbaine impliquent les conducteurs de moto. Le nombre sans cesse croissant des motocyclistes dans les villes explique l'explosion des chiffres et le besoin de formation s'impose. Le constat malheureux qui se dégage, c'est que environ 80% des candidats qui vont à l'examen, qui présentent l'examen de permis de conduire de catégorie A, ne suivent pas véritablement une formation. C'est là le nœud du problème. Un minimum de connaissance du code de la route s'impose aux conducteurs. Les différentes formations rapides organisées pour l'obtention du permis de catégorie A font problème. Les examens spéciaux, là, en réalité, c'est des centres de distribution de permis de conduire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de formation. Vous n'avez qu'à voir au niveau du prix. On parle de 21 000. Il n'y a aucune auto-école qui peut former un candidat, ne serait-ce même en théorie à 21 000 francs. Donc, ces examens spéciaux étaient des centres de distribution des permis de conduire. Il faut donc une synergie des forces pour la formation complète, puisque le recyclage rapide sonne comme une résolution périphérique. L'État a voulu résoudre le problème des motos-taximans en régularisant la situation sans toutefois régler le vrai problème qui est la formation, la maîtrise du code de la route, du civisme. Les propositions ont été faites à la tutelle pour qu'une plateforme soit mise en place. Une plateforme qui regroupe la tutelle, les auto-écoles, les syndicats des transporteurs par moto, Moto Afrique, pour veiller sur l'effectivité des formations. Les chiffres au niveau des responsables des syndicats font savoir que 80% des conducteurs d'engins à 2 roues à usage commercial ont un souci de formation. Et vous l'avez suivi, la recrudescence des accidents de circulation est la résultante d'une formation au rabais dans plusieurs auto-écoles. Et les acteurs du secteur se sont réunis à Douala pour mettre en place une charte visant à rétablir l'ordre dans la coopération. Les précisions avec Titi Freeman et Henri Tina. La formation, mission principale de l'auto-école, détournée au profit du commerce. Le constat est des acteurs de ce secteur qui se sont réunis à Douala à l'occasion de la toute première assemblée générale des auto-écoles du littoral pour y mettre un terme. Non à cette forfaiture, que cela cesse afin qu'on reparte sur de nouvelles bases pour que le promoteur d'auto-école puisse donner un enseignement, une éducation routière de qualité pour une mobilité citoyenne. Pour cela, ils appellent au retour de l'orthodoxie. Par conséquent, une formation pleine pour limiter le nombre d'accidents sur la route. Celui qui va conduire la voiture aura une formation adéquate, une meilleure formation. Parce que les textes disent qu'il faut 20 heures, le minimum en théorie, et 20 heures en pratique et 40 heures en théorie. Ce qui pourra donc changer, c'est que le candidat sera mieux formé qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des candidats qui vont à l'examen avec à peine 30 minutes
de conduite. Vous voyez que c'est devenu tout un commerce des véreux. Nous voulons que la profession de formateur d'auto-école soit revalorisée. Pour ces promoteurs d'auto-école, une formation au rabais est synonyme de distribution de permis de tuer. En 2021, 3000 personnes sont mortes dans un accident de la circulation, selon le ministère des Transports. Il y a un autre chiffre intéressant dans ce journal. 75% des Camerounais s'intéressent au débat politique dans les médias. Et parmi les chaînes qui donnent la parole aux acteurs politiques, la chaîne verte se démarque par l'équilibre et la diversité de la distribution du temps de parole. Des statistiques rendues publiques à Douala sur l'accès des partis politiques aux médias. David Sandio et Henri Tina. 75% de la population camerounaise s'intéresse à l'actualité et 99% des Camerounais regardent la télévision. Des chiffres rendus publics par la Médiatude avec le support de l'expertise en marketing et communication. L'enquête porte sur un échantillon de 15 000 personnes interrogées âgées de 15 ans au minimum. Le prétexte de ce travail qui a été fait aujourd'hui, c'est notamment les articles 14 de la loi de 90 sur la création des partis politiques qui stipule que les partis politiques ont accès aux médias de service public. Il est question de scruter la présence et l'échange des partis politiques à l'antenne. Dans ce classement, la télévision nationale CRTV, Equinox TV et Canal 2 International forment le trio de tête. Mais Canal 2 se démarque par son impartialité. Selon l'étude, la chaîne verte accorde de l'espace à toutes les parties, quelle que soit la tendance. Les partis politiques ont droit à être présents sur les médias de service public et à son alinéa 2 de préciser qu'il doit avoir un cadre réglementaire dans cet exercice. Seulement aujourd'hui au Cameroun, on se retrouve avec 316 partis politiques et on se pose donc la question de savoir est-ce que ces 316 partis politiques devraient être présents sur les médias comme la loi le demande, et si oui, quel est le cadre, comment tout c'est... À Douala, les médias, la société civile et les partis politiques, ici conviés aux résultats de l'enquête qui porte sur l'écoute des téléspectateurs, les chaînes d'audience cumulées et l'ouverture aux partis politiques. À la vie politique et publique du Cameroun, les personnes vivant avec un handicap poursuivent leur plaidoyer. Elles ont convié les membres du club des journalistes politiques à prendre le thé cet après-midi. 3 heures d'échanges francs portant sur les enjeux et les mécanismes leur permettant de jouir pleinement de leurs droits en tant que citoyens. On voit cela avec Janice Kamga. À la course aux élections, les personnes vivant avec des déficiences partent avec une balle dans le pied. Mais depuis 2011, le bilan de leur participation au processus électoral au Cameroun présente de belles avancées. À partir de 2011, on a 8000 personnes handicapées inscrites sur les listes électorales. En 2018, on se retrouve avec 34 000 personnes handicapées, un peu plus. Et on se retrouve de nos jours avec 12 conseillers municipaux vivant avec le handicap au Cameroun. Sur le terrain, les écueils sont légion. Une personne de petite taille peut ne pas avoir accès à l'urne. Une personne à mobilité réduite peut ne pas avoir accès même au bureau de vote. Dans un échange franc avec les hommes de médias réunis au sein du club des journalistes politiques du Cameroun, déficients visuels et auditifs, personnes à mobilité réduite et albinos posent entre autres la question de l'accès à une information non plus axée sur le handicap, mais véritablement inclusive, mieux adaptée aux exigences de leurs conditions. Un type de production journalistique qui peut prendre racine dans le contexte camerounais, c'est ce que j'appelle les articles orientés approche handicap. Ce sont des articles qui sont en réalité des enquêtes journalistiques qui voient le problème qui est posé, identifient les victimes, les acteurs qui peuvent intervenir dans la résolution de ce problème, mais surtout les textes nationaux et internationaux qui sont violés. S'agissant des textes justement, les personnes vivant avec un handicap comptent sur les instruments normatifs internationaux et nationaux. Nous comptons sur la loi de 2010 pour que les choses puissent avancer et que le cadre légal soit respecté. En attendant, les actions de plaidoyer se multiplient. Cap sur 2025, une année électorale aux enjeux certains.
Et redonner aux personnes du troisième âge la joie de vivre l'instant d'une journée. C'est la mission que s'est assignée Rose et ses camarades chaque année en prélude à la journée mondiale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre. Elles leur ont accordé de l'attention au quartier Mavanda à Douala. On voit cela avec Samuel Baiha. Chaque année, Rose se lance à la quête du bonheur des personnes du troisième âge dans la ville de Douala. Sa méthode, faire du porte-à-porte pour leur offrir un moment assez particulier. Accompagnée de son amie, Rose leur fait découvrir les petits plaisirs de la jeunesse, des soins de visage, de la manicure. Ils sont traités comme des rois, ici au quartier Mavanda à Douala. Sur la tête, j'ai une bassine pour les soins esthétiques, vous voyez. Je fais des soins esthétiques pour les personnes âgées, l'huile de coco. Je fais les gommages. Je marche dans les marécages de Mavanda pour faire ces soins esthétiques aux personnes âgées. Cette attention rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des personnes âgées le 1er octobre. Une occasion également de les plonger dans des causeries éducatives. Que vraiment l'État puisse prendre soin des hommes âgés passés, c'est le passage de tout être humain. Chaque chanceux finira par vieillir. Et quand les premières personnes sont respectées dans la vieillesse, ça donne la leçon à nos jeunes enfants que les vieux méritent le respect. L'action de l'Association des personnes âgées a été soutenue par le ministère des Affaires sociales à travers des kits. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, contribue à l'épanouissement de la personne âgée, à son encadrement psychosocial. Alors, nous attendons les personnes âgées qui peuvent se faire former pour qu'elles continuent de vivre la vie antérieure qu'elles vivaient. Rose et ses collaborateurs continuent de garder un œil attentif sur ces personnes qui sont souvent abandonnées par les siens. Les pharmaciens s'impliquent davantage dans le plan de riposte du gouvernement contre la Covid-19. Ils ont désormais un guide d'utilisation et de réalisation des tests diagnostiques rapides antigéniques. Il a été présenté ce jour à Yaoundé. Comment ça marche? Les réponses dans cet élément que nous proposent Karel Mezatchatuya et Samuel Bakissé. Il a été conçu pour injecter l'apport de ces acteurs du secteur santé dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Comme une boussole, le guide pratique d'utilisation et de réalisation des tests de diagnostic rapide antigéniques en officine de pharmacie, présenté ce 29 septembre à Yaoundé, a pour, entre autres objectifs, établir un diagnostic en temps opportun, garantir l'innocuité des tests pour le personnel de santé. L'Ordre des pharmaciens du Cameroun, ici mobilisé, dit être suffisamment préparé. Vous vous rappelez, en avril 2021, l'Ordre des pharmaciens a fait une conférence de presse au siège de l'Ordre pour informer le grand public que les pharmaciens devaient participer massivement, sous peu de temps, à la riposte dans le dépistage. Aujourd'hui, on est à la conclusion et pour cela, nous remercions donc le ministre de la Santé et toute son équipe d'avoir déployé toutes les formations nécessaires. Une méthode qui apprend temps sur place à accélérer la riposte contre la pandémie en mettant à disposition des résultats 15 à 30 minutes après prélèvement au lieu des heures comme par le passé. Et ce qu'elle apporte également de nouveau, c'est que son dispositif permet de pouvoir le réaliser en officine. Et la facilité également de pouvoir faire les prélèvements et de le réaliser fait que ce sera moins pénible pour le patient et une rapidité, comme je l'ai dit tantôt, dans la réalisation du test et une manipulation beaucoup plus aisée et facile également. Un processus qui tend à assurer une veille permanente au niveau des communautés et par conséquent toute résurgence de cette maladie dans le pays. Dans l'actualité également, deux nouveaux responsables à la Camwater. Le président de la République vient de nommer Blaise Moussa au poste de directeur général de l'entreprise en charge du traitement et de la distribution de l'eau. Sa mission principale, mettre en œuvre les dispositions gouvernementales prises en 2018 pour assurer un ravitaillement en qualité et en quantité. Le portrait du nouveau directeur général et de son adjoint, signé Monique Naossi-Fosso et Stéphane Binac.
Le nouvel homme à la tête de la Camwater s'appelle Moussa Blaise. À 48 ans, le natif de Beta-Ouya et originaire de la région de l'Est est un inspecteur principal des impôts, docteur en finances publiques et droit fiscal. Récemment secrétaire général de la FECAFOOT et avant sa nomination directeur des affaires générales au ministère de l'eau et de l'énergie. Il est secondé par Alice Jocelyne Ngondiki, âgée de 41 ans, née à Yaoundé et originaire du Nyong-Ekele dans la région du centre. Elle est ingénieure du génie rural et titulaire d'un master en management de développement. Nommée dans un contexte où l'offre de l'eau est en dessous de la demande, les deux promus, DG et DGA, disent être conscients des challenges, mais heureux de bénéficier de la confiance du chef de l'État. Je tiens à dire merci à Dieu Tout-Puissant pour avoir touché le cœur du chef de l'État pour m'accorder cette confiance. Je sais que vous voulez me poser la question sur ce que j'envisage faire à Camwater, mais vous avez entendu le discours d'installation de M. le ministre de l'eau et de l'énergie. C'est tout un discours programme et je crois que nous allons nous atteler. Entre autres recommandations formulées lors de cette installation solennelle à Douala, le ministre de l'eau et de l'énergie prescrit le respect de la confidentialité. Alors il est hors de question qu'on saisisse les documents en train de sortir. Ce serait déjà un délit. Donc nous sommes là pour mettre en œuvre les très hautes instructions du chef de l'État. Et je voudrais que cela se passe dans les règles de l'art et dans toute la convivialité. Donc, les registres du courrier central, je les veux, et doivent être clôturés. Ça veut dire que tout courrier qui va entrer, il sera donc soumis au nouveau directeur général. Moussa Blaise et Alice Jocelyne Ngondiki remplacent poste pour poste Gervais Bolanga et Jean-Marie Bitioka qui ont conduit pendant plusieurs années les destinées de cette entreprise en charge de l'approvisionnement des populations camerounaises en eau potable. Wilfried Kotoemane vient d'entamer son dernier voyage pour l'éternité. La mise en bière de l'ex-directeur général de la Cameroun Telecommunication a eu lieu ce matin à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, directeurs généraux et autres personnalités. La dépouille a été acheminée à la cathédrale de Notre-Dame de Victoire de Yaoundé, où une messe de requiem a été dite par l'archevêque métropolitain, Monseigneur Jean Barga. Écoutons le témoignage du directeur de Camtel, Judith Sunday, au micro de Constant Camilla. Nous avons cheminé ensemble. Nous avons commencé comme chef de service et par la suite, il est parti à la CNPS comme directeur de l'informatique et il nous est revenu comme directeur général. Donc il y avait une forte complicité entre l'ensemble du personnel de Camtel et leur directeur général. C'est vraiment le cœur brisé que nous le voyons aujourd'hui partir si tôt. Les chefs traditionnels ouvriers de la paix au Cameroun, ils ont élevé leur voix vers le ciel pour demander l'intervention de Dieu dans le processus de paix de notre pays secoué par les crises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ou encore le terrorisme à l'extrême nord. On voit cela avec Maria Mazo et Serge Alain Zébou. Œuvrer pour la paix au Cameroun est au centre de la première édition de cette journée nationale de la paix. Une paix tant recherchée depuis quelques années avec la crise sociopolitique qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, ainsi que le Boko Haram dans l'extrême nord. Ces dernières années, plusieurs mamans se sont retrouvées contraintes à la fuite, obligées le soir d'étouffer les pleurs de leur bébé, par crainte d'attirer l'attention du semeur de terreur. Qui n'hésite pas à assassiner les pauvres, innocents, sans défense. Le vent de troubles et de conflits qui souffle sur la planète a fini par atteindre le Cameroun. À cette occasion, des prières interreligieuses ont été organisées ce 30 septembre pour demander au Tout-Puissant à intervenir dans le processus de paix au Cameroun. Nous vous avons créé d'un homme et d'une femme
Nous vous avons divisé en races et en tribus avec des caractères distinctifs. La première dame du Cameroun, Chantal Biya, est nommée ambassadrice de la paix pour cette première édition avec une attente bien précise. Disons aux populations de considérer la paix comme une identité de vie, comme l'ADN, c'est-à-dire la paix doit circuler dans nos veines et que la culture de la paix doit rester dans nos gestes de la vie quotidienne. Et que la paix n'est pas un mythe, c'est tout simplement le pardon de l'autre, d'accepter l'autre tel qu'il est. Un appel est lancé à l'endroit de tous les Camerounais pour contribuer d'une manière ou d'une autre à ramener une paix durable dans notre pays. Et le Cameroun s'est joint au monde ce jour pour célébrer la Journée internationale de traduction. Exposé et échange sur le déroulé de l'exercice de traduction. Les étapes d'une bonne interprétation ont meublé un workshop à Yaoundé organisé par le ministère de la Justice. Je vous propose d'écouter tour à tour Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde de Sceaux et la traductrice principale et interprète de conférence de ces départements ministériels au micro de Karel Bezatachoya. Les preneurs de décision doivent comprendre que lorsqu'ils font un discours, ils doivent le faire en tenant compte des traducteurs qui sont dans les cabines pour qu'ils puissent répercuter ce discours ailleurs. Et donc nous amenons nos traducteurs évidemment à s'imprégner des règles d'abord de droit, des règles juridiques, pour qu'ils puissent rendre compte effectivement du discours, n'est-ce pas, du décideur au niveau du ministère de la Justice. Nous avons comme point d'orgue de cette journée un atelier d'interprétation qui mettra aux prises les participants dans les cabines qui vont vivre comme les interprètes le vivent au quotidien, comment se fait l'interprétation en cabine. Il a été l'une des vitrines touristiques de la région de l'Ouest, mais depuis quelque temps, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Le centre climatique de Tian est dans un état de délabrement avancé. L'infrastructure côtoie désormais avec les herbes folles. Voici le reportage de notre correspondant Eric Matané. Un élément que nous aurons certainement dans nos prochaines éditions et on poursuit avec en sport et on n'est pas loin d'être sorti de l'auberge au sein du Dynamo de Douala. La médiation de la FECAFOOT semble n'avoir pas porté de fruits, mais la présidente Audrey Chicot entend porter ce club à hauteur de ses ambitions. Samuel Baïha et Stéphane Binac. La hache de guerre au sein de la Dynamo FC est-elle enfin enterrée? Il y a eu des malentendus et c'est expliqué. L'autre partie aussi s'est expliqué. Et nous sommes venus, on a donné le conseil de se réconcilier parce qu'il faut que Dynamo soit en paix et en harmonie. Le conseil des sages de la Dynamo ne décolère pas. Pour Hervé Emmanuel Nkom, c'est du verbiage. Les résolutions prises à la réunion d'urgence tenue au service du gouverneur du littoral. Nous, on ne rentre pas dans ce bavardage de gonzesse. C'est terminé. Mais Audrey Chikongoyetna, le ton intransigeant, tient au rappel de son titre de présidente. Je suis la présidente, le chef, on est en train de partir, le linge ça se lave en famille. D'ailleurs, elle est prête à remonter des bretelles aux réfractaires. Écoutez-les, regardez-les s'entre-déchirer et je suis quand même à la tête et je vais remettre de l'ordre dans la Dynamo. Qu'on le veuille ou non, et on va arrimer les statuts de la Dynamo à ceux de la Fédération camerounaise de football. Des éclairs dans l'air, sinon, atténuons les faits. C'est qu'il faut que les gens apprennent à respecter les textes parce que c'est le socle. Quand nous sommes décidés à travailler ensemble dans le cadre d'une association, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse résider nos rapports et ça ne peut être que la légalité. Une légalité pas encore totalement affermie. La Dynamo FC sera-t-elle une dynamite? À l'étranger, des tirs nourris entendus ce matin dans les quartiers stratégiques de Ouagadougou. Au Burkina Faso, les militaires ont envahi les axes principaux et la télévision nationale a subi une interruption de programme. La situation est désormais sous contrôle. On voit cela avec Lille Piédiou et Calvin Tekam. Situation volatile depuis ce vendredi matin au Burkina Faso. Les populations se sont réveillées avec des coups de feu dans les quartiers stratégiques de la capitale. Aux environs du camp militaire d'Abassi,
et au palais présidentiel du Kossam. Les mouvements de véhicules militaires étaient visibles dans la ville, bloquant ainsi les axes principaux de la capitale Ouagadougou. La radiodiffusion télévision du Burkina Faso a connu une interruption de ses programmes pendant quelques heures. Une incertitude totale qui a plongé le pays dans une série d'interrogations. Un nouveau coup d'État encore, 8 mois après celui du lieutenant Damiba. En tout cas, selon les dernières informations, les forces spéciales de l'unité Cobra seraient à l'origine de cette volatilité observée en matinée. Elles exigent le paiement de primes promises par le gouvernement de transition. La réaction du groupement de sécurité et de protection de la présidence et celle du lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba ne s'est pas fait attendre pour calmer les ardeurs. Actuellement, des négociations sont en cours pour désamorcer cette bombe qui est prête à exploser à tout moment. La situation sera-t-elle maîtrisée par le président de transition? Les jours qui arrivent seront déterminants. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Ce week-end, vous retrouverez David Sandio à la présentation du 20h. Moi, je vous retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir et bon week-end.